podcast Intersection, le rendez-vous des passionnés de technologie et de leur impact sur la société d'aujourd'hui et de demain. Bienvenue à cet épisode d'Intersection d'aujourd'hui, fin novembre. Qu'on a réussi à faire. Bravo. Oui, bien occupé dernièrement, les deux. Mais on était dû pour jaser un peu de tech. Aujourd'hui, au menu, des trucs d'actualité qui ont résonné de notre côté. Ouais. Puis je pense qu'on peut directement sauter, dive in directement là-dedans. En fait, on va vous parler de Blue Sky, notamment aujourd'hui. Blue Sky qui est le nouveau réseau social. Ouais. Le nouveau réseau social qui est sorti dernièrement. C'est difficile de ne pas en parler actuellement, dans le sens où dans les éléments d'actualité tech, il y a deux choses qu'on entend parler, c'est évidemment de tout ce qui se passe côté AI, puis Blue Sky, c'est en termes de plateforme de microblogging qui est venu vraiment un peu ressortir du lot avec les élections américaines. Là, fait que vraiment intéressant. Je passe ça direct avec un screen capture, une page écran présentement, un matin avant de faire la chronique, avant de faire l'épisode. Je pensais à Exodus, une tune de Bob Marley. Parce que quand je lis, j'écoute, je vois ce qui se passe au niveau de Blue Sky, le terme qui me vient en tête, c'est l'exode. Donc, une exode une exode de la clientèle qui veut faire son microblogging, une exode de la clientèle chez Twitter. Donc, on parle d'une plateforme qui, moi, en regardant ça, en fait, Blue Sky, c'était pas nécessairement sur mon radar initialement quand c'est sorti. Là, on parle d'un projet de recherche à même Twitter en 2019, si je ne me trompe pas, qui a commencé là, qui rapidement a gradué vers une entreprise à part entière, là, qui est sorti carrément de ça et puis est devenu une entreprise à part entière. Là. Puis même Jack Dorsey, qui est l'ex-CEO de Twitter, a fait partie, dans le fond, du board, a fait partie du conseil d'administration de Blue Sky. Il n'en fait plus partie aujourd'hui parce que il y a eu peut-être maille à partir avec certaines visions qui étaient peut-être divergentes de la sienne. Puis on peut comprendre. J'imagine que lui, à quelque part, il était resté un peu dans la vision de ce qu'il pouvait avoir avec Twitter avant, évidemment, d'accepter l'offre de Musk puis de vendre. Mais bref, tout ça pour dire que on s'entend en plus que si visuellement vous prenez le temps de l'installer, de créer un compte, puis de regarder le logo, les couleurs, la façon dont ça fonctionne, c'est quand même assez rapproché de ce qui était Twitter, dans le fond. Là. Donc, c'est très Twitter. C'est très Twitter. Puis là, on parle d'Exode en tant que tel, mais on s'entend que c'est ça. Il y a un. Bien que ça startait en 2019-ish, ce n'est que là qu'on sent qu'il y a du gaz dans le cacane là, sur un moyen temps, comme on va dire en bon québécois, en ce sens où les élections américaines, avec Mr. Trump qui reprend la place, son alliance avec Elon Musk, ce qui fait que beaucoup de gens, on l'a déjà dit avant, Internet is broken, l'Internet est brisé. Là. Fait que là, il y a beaucoup d'endroits sur l'Internet où c'est pas ce que c'était nécessairement initialement. Le pitch de vente initial, puisque c'est présentement la pub, la modération qui est douteuse, le contenu qui est douteux, qui est pas facile, il y a beaucoup de scandales qui se passent dans ces plateformes-là parce que ça devient quand même des chambres d'écho avec beaucoup de chaos qui peuvent se passer là-dedans, puis des figures de proue qui peuvent prendre la place, puis avoir des messages un petit peu plus qui vont suppresser un peu les autres, puis une direction. Fait que c'est plus nécessairement agnostique, c'est très orienté avec un parti précis, des idées très préconçues, précises. Il y a une volonté de la clientèle d'aller vers une plateforme un peu plus neutre, où il n'y aura pas de mainmise par des géants de ce monde-là. Puis là, que Trump soit avec Musk en ce moment, Twitter devient un peu le porte-voix de Capitaine Trump. Beaucoup de gens disent, OK, là, il est peut-être temps de faire le move vers d'autres choses. Puis tu as touché un excellent point en disant que la mainmise des big tech est un enjeu parce que si on se ramène dans l'histoire, tout ça a commencé évidemment avec le rachat de Twitter par Musk qui l'a transformé en X, ce qui a généré un peu un premier mouvement.
qui a plus ou moins fonctionné. Donc, il y a Mastodon, je ne sais pas si tu te souviens, Ouais. qui a été une plateforme là, qui a connu son jour de gloire. Ouais. Mais je pense qu'il y a eu un problème à l'adoption parce qu'il y avait un niveau de complexité peut-être un peu trop grand. Donc, c'est une plateforme qui était peut-être un peu trop, qui demandait Geek. d'être un petit peu plus Ouais. tech-savvy. Ouais. Puis, donc, l'adhésion, disons, plus massive, il n'y arrivait pas. Par contre, ce qui est intéressant, c'est Mastodon, il y avait toujours l'esprit de ce qu'on retrouve dans Blue Sky sur le principe de décentralisation qui est là. Donc, on est sur une plateforme qui utilise des services de modération décentralisés. On a un peu ce concept-là qu'on retrouve aujourd'hui. Ouais. Une fois que Mastodon a tenté ça, parallèlement, ben, il y a notre ami Zook qui s'est dit « Hey, ben, tu sais, tant qu'à voir qu'un mouvement de gens qui sont intéressés à changer de plateforme, je dois bien avoir 2 devs de disponibles. » Hashtag 2000 dev, hashtag belle opportunité. Puis il s'est dit, ben, crime, let's go. Fait qu'il a lancé Threads, qui est comme devenu un peu une plateforme plus intéressante, qui a réussi à accumuler, là, on parle de 200 quelques millions d'utilisateurs aujourd'hui. Ouais. Sauf que c'est un produit qu'on s'est fait vendre sur le principe qu'on était sur Facebook ou sur Instagram, puis que, tu sais, on se le fait dire. C'est comme, hey, salut, veux-tu faire un compte Threads? Tu sais, donc, il y a Très poussé, là. Et puis, très poussé. regarde, voici je vais dire un tweet, là, je ne sais pas comment ça s'appelle, un thread, là, j'imagine. Là. Voici un thread qui se passe de quelqu'un que tu aimes déjà sur une page Facebook. Il est déjà là, il a dit ça hier. Fait que là, ce qui m'est arrivé, clique dessus, je veux voir ce qu'il dit, cette personne-là. Ben, je le suis, je l'aime. Ah, ben là, crée-toi un compte. Fait que là, rentre dans la ribambelle de. Ce que je n'ai pas encore fait, by the way, pour créer de compte. Ouais. Non, je l'ai fait cette semaine, créer un compte thread, mais tu sais, je ne sais pas encore. Là. Mais j'ai comme l'impression que les gens qui sont laissés sur Thread, ils vont avec beaucoup plus de suspicion, puis comment dire, savent que, tu sais, à quelque part, ça va être un copier-coller du modèle de ce qu'on peut retrouver sur Meta, en général, sur Facebook, qu'on peut retrouver sur Instagram, qu'il y a un modèle publicitaire qui s'en vient là-dedans, qu'il y a une monétisation, dans le fond, des données, qu'il y a tout ça. Donc, tu sais, Grosse machine, là. c'est ça. Fait que, tu sais, je pense que ça fait en sorte que les gens ont adhéré parce que, bon, se sont dit, ça semble être la nouvelle plateforme, mais en même temps, on va parler d'active user, là, donc, tu sais, oui, il y a des gens qui vont s'abonner, mais des gens qui vont la nourrir au quotidien. J'ai l'impression que le ratio est faible par rapport au nombre d'abonnés. Puis, bien évidemment, Threads est là depuis un certain temps, mais n'a jamais réussi à prendre, à mon sens, la pôle sur OK, ben, il y a vraiment de l'activité, il se passe de quoi d'intéressant là-dessus. Et ben, comme tu le dis, aux dernières élections, à ce moment-là, une fois que Trump est passé au pouvoir, puis qu'on entendait que Elon Musk était un peu impliqué avec Trump, notamment parce qu'il a été nommé à la tête du Department of Government Efficiency. Une autre affaire, ça, là. Seulement, là, les gens ont comme fait OK, on regarde ça objectivement, ce qui s'est passé avec X pendant la campagne. Musk est rendu dans la chasse, la garde rapprochée de Trump, etc. Fait qu'il y a beaucoup d'Américains, beaucoup de Canadiens, beaucoup de gens en général qui sont vraiment pas pour Trump, qui ont fait comme hey, on s'en va de là. Puis Blue Sky était là depuis un certain temps, puis il y a un mouvement qui s'est amorcé massivement, ce qui fait qu'en octobre dernier, on est passé, là, je pense qu'il y a eu un bon 13 millions de subscribers, de gens qui se sont abonnés. Aujourd'hui, on parle de plus d'une vingtaine de millions d'actifs. Ce qui est quand même très impressionnant sur le principe que c'est actif. Puis, pour la petite histoire aussi, c'est pas... Là, on revêt un peu notre chapeau d'historien technologique, là, toi et moi, mais à chaque moment où une plateforme commence à devenir un peu trop grosse, une certaine oppression, trop de contrôle, il y a toujours des mouvements un peu vers OK, créons l'Eldorado, là, l'endroit où la vraie vie, il y a un monde en ce moment, mais nous, on promet un meilleur monde pour ça. Puis la promesse initiale est excellente. Moi, quelque chose ça fait longtemps que
que j'avais écrit back then un article là-dessus sur mon blog perso. Là. Il y avait eu Facebook commençait à devenir super gros, puis on parle de 2013, 2012, puis il avait créé la plateforme Ello, E-L-L-O. Je ne sais pas à quel point tu te rappelles de ça, mais Ouais, ça me dit quelque chose. Ouais. ça avait créé beaucoup d'encre avait été déposée là, pour parler de ça, cette plateforme-là. Qui était comme ben le Facebook est rendu trop big. Voici, on s'est mis une gang, puis on crée quelque chose. Puis tu sais, il y avait eu un boost initial. Beaucoup de gens s'étaient inscrits à ça. C'était un peu comme à la Facebook, mais beaucoup plus libre. C'est dans les mêmes. On répète un peu ce genre de choses-là. Par contre, tu sais, je t'en parle aujourd'hui, puis c'est pas quelque chose qui éveille les yeux, parce que qui éveille l'imaginaire, parce qu'on c'est mort dans l'œuf là, après quelques temps. Fait que il y a toujours un peu, ça peut lever et devenir vraiment le vrai Eldorado, mais ça arrive souvent de manière cyclique qu'il y ait des petits Eldorado qui se créent, mais un peu comme à la Mastodon, là, Mastodon, que je vois, tu sais, Mastodon compte près de 9 millions de user active. Tu sais. Oui, mais c'est pas le 275 millions d'utilisateurs actifs mensuels de Threads, ni le 318 millions là, de X, là, anciennement Twitter. Fait que j'ai hâte de voir où ça va mener, mais est-ce qu'à ce moment-ci dans le temps, on est à un moment où la rogne est assez forte que l'exode va être massif là, vers ce type de plateforme-là? Ouais, ben écoute, c'est effectivement super important ce que tu dis, puis je pense que Blue Sky aura comme travail de continuer de faire bien comprendre un peu c'est quoi ses core values, c'est quoi les valeurs qui amènent, qui sont différentes de ce qu'on connaît des grands géants, des plateformes de blogging, de communication-ish. Puis, tu sais, justement, le principe de décentralisation, si on l'explique un peu, c'est par rapport à Twitter ou à Threads, les systèmes de modération font partie intégrante de l'entreprise principale. Donc, chez Threads, on a une unité de modération. Tout est sur des serveurs qui appartiennent à Threads. Chez Blue Sky, dans le fond, il existe un serveur de modération qui est évidemment chez Blue Sky, donc ils ont des gens pour le faire, mais il y a aussi la possibilité de se mettre sur d'autres serveurs de modération qui sont user-generated, si on peut dire. Donc, la modération va se faire à travers d'autres personnes. Ce que ça veut dire au final, puis l'intérêt de tout ça, c'est de faire en sorte que, ben, tu sais, à partir du moment où tu contrôles la modération, tu peux contrôler le message. Tu peux influencer ce que les gens vont voir dans leur fil, etc. Fait que je pense que ça, c'est un élément que que Blue Sky vend, puis doit continuer de le vendre. Puis c'est un peu un héritage qui ressemble évidemment de ce qu'il y avait d'intéressant dans Mastodon, mais qui était beaucoup trop complexe à mettre en place. Mais tu sais, la promesse aussi qu'il n'y aura jamais de publicité. Mais ça, je lisais ça hier, là, puis tu sais, bon, beaucoup de gens commentaient, tu sais, OK, on se reparle dans un an, voir ce qui se passe avec ça. Tu sais, comment ça va évoluer cette histoire-là? Parce qu'il y a une promesse de pas de publicité. As-tu gratté un peu sur comment ça se monétise, cette affaire-là? Parce que si on est 20 millions, / demain 40 millions, / demain 100 millions, écoutez, chum, ça coûte de l'argent, ces serveurs-là, là, c'est pas donné. Là, puis il y a du staff qui est derrière ça. Fait que comme je sais qu'il y a eu du financement, j'ai vu que tu es rendu une série A, si je ne me trompe pas, 15 ou 150 millions. Bref, il y a un bon gap, là, mais plusieurs millions. C'est beau mettre du gaz dans la canne de même artificiellement, là, mais à un moment donné, mais fini. On est d'accord que la monétisation, ça ne peut pas être la pub. Je veux dire, c'est un modèle de monétisation qui est en voie de perdition. Là. Je veux dire, la façon de faire, ça ne va pas fonctionner. Si c'est ça, je veux dire, encore une fois, il va émerger un autre projet, puis il va falloir qu'il trouve une façon de se monétiser plus intelligente. Puis actuellement, je pense que Blue Sky ne fait pas exception à être une start-up. C'est-à-dire qu'il y a assurément des idées en place de monétisation, mais là, actuellement, ils sont en mode, on a créé quelque chose avec des valeurs, avec un fonctionnement, puis les VCs, puis les investisseurs se disent, ben écoute, comme d'autres entreprises l'ont fait, actuellement, on ne sait pas vraiment ça va être quoi le modèle, mais on va le trouver en chemin. C'est sûr que le danger qu'en chemin, on trouve que finalement, ça serait bien beau avec la pub, mais je veux dire, à partir du moment où tu as mis comme valeur principale que tu ne veux pas mettre de la pub, ben là, c'est sûr que tu tires dans le pied puis que tu risques de perdre tout l'intérêt à partir du moment où tu prends cette décision-là puis que tu changes d'idée. Fait que j'ai bien hâte de voir. Ça a été aussi
une question, puis tu sais, je me suis dit, ben, c'est quoi le modèle d'affaires, tu sais? Mhm. Ben, actuellement, il y a des gens qui soutiennent Blue Sky parce qu'ils voient que justement, ça fait du bien aux gens d'arriver sur une plateforme qui arrive avec une approche différente, qui propose justement enfin d'être un peu plus clean de ce côté-là, moins influencé par l'argent, finalement. Ouais. Parce que tu sais, les gros portefeuilles peuvent influencer de façon publicitaire un peu ce qu'on va voir, etc. Donc, c'est quand même intéressant, c'est quand même particulier comme concept. Puis effectivement, comme tu dis, ça va être de voir maintenant comment comment ils vont faire pour la suite. Combien de temps ils vont être en mesure de tenir sur le principe qu'actuellement, ben, effectivement, le modèle qu'on voit tous, c'est la pub, puis il n'y en a pas. Exact. Puis, ça ne sera pas une nouvelle pour personne, mais on adore l'intelligence artificielle. Fait qu'en live, je regarde, tu sais, c'est quoi qui est avec ChatGPT, là, qu'est-ce qui est, ChatGPT qui, by the way, recherche dans les nouvelles actuelles, là, donc c'est frais, ça sort de sources réelles sur le web. Les manières de monétiser qui sont actuellement sur la table, on parle d'abonnement pour fonctionnalité premium, peut-être. Ça, je Donc, trouve ça intelligent, honnêtement. Tu sais, absolument. parce que tu sais, quand tu regardes ça, il y a, comment dire, les premières. Comment dire, il y a déjà quelqu'un qui a battu la traque, là, tu sais, dans le sens où, Absolument. en ayant mis le fameux Blue Ribbon jadis, ou que ce soit sur Facebook pour valider ton identité ou sur X aussi, tu sais, pour un montant qui, quoi, c'est 7 par mois, quelque chose comme ça. Ouais. Tu sais, moi, je pense que comme consommateur aujourd'hui, puis on est de plus en plus habitué au principe de, de gens qui paient, tu sais, pour justement avoir un service plus propre. Puis combien de fois j'ai des discussions justement avec des gens dans le monde des médias parce que je leur dis, ah mon Dieu, mais si vous mettiez en place un abonnement où est-ce que vous me dites que vous ne mettez pas de pub à travers les contenus que je consulte sur votre site, Exact. tu sais, je m'abonne demain matin. Take my money. Exactement. Puis tu sais, j'imagine que quelque part, il y a quelqu'un qui fait ce calcul-là de dire à la quantité d'abonnés qu'on peut aller chercher sans publicité, c'est quoi la valeur, c'est dans le fond, unitaire, par tête, mensuelle, que la pub nous génère pour un utilisateur versus ce que je peux demander comme abonnement. Je ne sais pas si tu me suis. OK, c'est que d'un côté, si je décide d'y aller full-on avec de la grosse pub, qu'est-ce que ça va me générer? Si de l'autre côté, je décide de pas y aller avec aucune pub, mais que je génère de l'argent grâce à Ouais, ma créativité et certains modèles, can I do a kiff-kiff? Ça peut-tu c'est tomber ça. que c'est l'équivalent? Puis Où il y a un coût de renonciation Ah, qui OK, va me ouais. demander d'aller chercher plus. Tu sais, je serais curieux de voir la règle de 3, tu sais, Ouais, là-dessus. Fait que c'est intéressant, mais tout ça pour dire que clairement, comme modèle, l'idée de payer un petit abonnement pour m'assurer que ça garde la plateforme sur ses valeurs principales, moi, j'adhère à ça. exactement. Puis je pense qu'il y a une partie de la population qui va être d'accord de payer pour ça. Les autres trucs que je voyais, tu sais, bon, services de paiement pour les créateurs de contenu, on a parlé un petit peu, tu sais, qu'il y a certains privilèges ou features pour les créateurs de contenu de renom. Je voyais ça aussi, enregistrement de nom de domaine personnalisé. Donc, qu'au lieu d'être, je sais pas moi, simon@bluesky.app, ça serait plutôt intersection podcast .blog, mettons. Puis là, Ouais. ça devient carrément la page officielle. Donc, on retire un peu la notion de Blue Sky derrière. On sait que c'est là, mais on est capable de faire une promotion marketing avec un nom de domaine de notre choix. Donc, on devient encore plus propriétaire un peu de notre petit carré de sable. Ça revient à dire que tu achètes ton handle, dans le fond, que tu achètes ton nom d'utilisateur. Ouais, c'est pas inintéressant non plus. Exactement, exactement. Fait que gros exode, puis clairement, il va falloir continuer de regarder ça, voir, tu sais, on va se laisser une note mentale de regarder d'ici un an, là, tu sais, où ça en est passé. Est-ce que la clientèle a continué de croître à la vitesse qu'elle croît présentement? C'est vraiment très cool. Ben, très cool, mais on va voir ce qui va se passer. Puis évidemment, je vous annonce aujourd'hui qu'on va se créer un compte Intersection Blue Sky. Oui, on l'apprécie. On Ouais. va le faire. Moi, je trouve ça intéressant, honnêtement. Tu sais, depuis que je suis sur la plateforme, je veux dire, je m'amuse avec ça. Je publie des trucs. Tu
de tout acabit, autant des petites bulles personnelles parce que j'écoute un match de hockey puis j'échange avec d'autres personnes là-dessus, que de publier des choses qui m'intéressent. Puis on réussit à aller chercher des interactions, on réussit à aller chercher quelques likes et tout. Donc, tu sais, je trouve ça intéressant. Puis c'est peut-être quelque chose que je sens que j'avais perdu malgré le fait que j'avais beaucoup de monde, mettons, dans mon following sur X, que je n'utilise plus. Mais c'est ça. Fait actuellement, c'est intéressant. Il se passe de quoi? Fait, le timing est bon pour faire sa place sur Blue Sky. C'est un excellent point. Tout le monde a le droit à sa place dans le ciel bleu. Ah, ben ouais, on va recevoir notre chèque après l'épisode de la part de Blue Sky. Le timing est bon. Ce que tu dis là est excellent parce que, tu sais, même, je nous ouvre à livre ouvert, là, tu sais, quand on fait nos publications sur les médias sociaux pour les podcasts Intersection, les épisodes qu'on fait. Moi, Facebook, c'est putain l'Eldorado, là, tu sais. Facebook n'est plus ce qu'il est, là, tu sais. Fait quand tu regardes ça, tu regardes ça de haut, OK, Marketplace, acheter des affaires. En tout cas, je parle au Québec, / peut-être un peu plus Canada, mais en tout cas, Québec, du moins, on achète sur Marketplace, Kijiji is not the best place now. On jase sur Messenger sur le side. Il n'y a plus de nouvelles des journaux qui sont sur Facebook. Les feeds sont complètement dégueulasses. Ouais. On me propose 85% de stock que je n'ai jamais suivi et que l'algo s'est mis un doigt dans l'œil en me proposant ce genre de cochonnerie-là. Fait que c'est un bon temps là, pour créer de quoi d'autre sur le site parce que c'est pas là que ça se passe. Je pense qu'Instagram continue d'être très fort. Par contre, dans les marques méta, Facebook n'est pas l'endroit qui est le très fort, F-O-R-T, là, puis P-H-A-R aussi, le fort, mais Instagram l'est quand même aussi. Mais timing is right pour commencer à créer quelque chose d'autre aussi. Tu sais, un plus petit joueur qui veut disrupt le market un peu plus, c'est le bon temps, selon moi. Je te dirais que ça fait du bien d'être sur une plateforme où on peut considérer qu'il y a encore possibilité d'avoir du reach naturel. Tu sais, je veux dire, aujourd'hui, là, le reach naturel, là, c'est rare. Là. Tu sais, je veux dire, on réussit peut-être à aller en chercher un peu sur LinkedIn, mais tu sais, clairement, que ce soit Facebook, particulièrement sur Facebook, ou même on pense aux moteurs de recherche, on pense à Google, on pense au paid search, etc. Donc, d'avoir un reach naturel, c'est plus ce que c'était. On comprend qu'il y a des intérêts business là-dedans qui ont resserré ça autour de l'idée que tu veux des résultats, il faut que tu payes. Donc là, Blue Sky amène un peu ce vent de fraîcheur-là parce qu'on sent qu'on peut avoir accès à ça. Donc, comme tu le dis là, donc ça va être de voir maintenant comment ils vont dresser ça pour le futur. Oui, exactement. On continue de garder nos yeux là-dessus. Deuxième sujet qu'on voulait aborder, en fait, le thème de l'épisode est un peu au niveau de l'exode, ou comment je t'écrivais ça hier, la mort de certains trucs, la fin de certains chapitres. En fait, la fin de certains chapitres. Je pense que c'est un peu le underlying subject aujourd'hui. Ce mois-ci, on a vu un événement télévisuel à grand déploiement, comme on en a rarement vu, qui était sur Netflix, la télédiffusion en live d'un match d'un combat de boxe affrontant Mike Tyson et Jake Paul. Yes. Pour ceux qui suivent moins ça, Jake Paul est une figure de proue sur YouTube, était très, je pense qu'il a starté avec une chaîne YouTube, a été très, très populaire, un peu acteur sur le side, mais très dans le monde influenceur. Oui, exactement. Beaucoup, beaucoup. Mike Tyson, vétéran de la boxe depuis très, très longtemps. Maintenant, gros gap d'âge, donc très, très sensationnaliste comme match, là, comme combat. C'est un spectacle, en fait. C'est un peu, on pense à ce que ça l'a donné là, comme résultat. Là, je veux dire, heureusement, il y a eu un autre combat, si on est fan un peu de boxe avant, qu'il y a eu le combat des deux femmes dont je ne me souviens pas le nom, qui était comme... Ça, c'était vraiment plus impressionnant comme spectacle. Mais clairement, on a senti rapidement que, malgré toute la bonne volonté que Tyson peut avoir de vouloir vraiment battre puis de combattre avec Paul,
Et l'énergie n'était plus là. Rapidement, il s'est retrouvé là, dans une situation où il était, je pense, peut-être même un peu en danger. Puis j'ai l'impression que son amitié avec Paul, parce qu'évidemment, c'est des amis aussi, euh, a fait en sorte que Paul a comme ralenti la machine en se disant, ben, hey, attends une minute, là. Si je porte le KO à Tyson, à son âge, il y a peut-être des risques là, qu'il y ait des séquelles. Là, je veux dire, ce gars-là, il est plus jeune. Fait que j'ai l'impression que malheureusement, ben, ça a donné le spectacle qu'on a connu. Puis oui, ça l'a fait parler. Puis ultimement, je veux dire, je pense que il y a des gens qui disaient le net worth de Tyson était de, je sais pas, quelques millions. Le revenu, Ouais. je l'ai live, Non, mais revenu des comptes. son net worth, Excuse-moi, ce qu'il ah valait, ouais, mais tu sais, genre, la proposition de ce combat-là, c'est genre, ça démultipliait son net worth par quoi? Par 5, je pense. Ah ouais, Fait que, pour lui, c'était très alléchant de faire l'effort de participer à ce combat-là parce que ça lui donnait 20 millions. ouais, c'est ça. Ouais. Alors que Et Jake Paul, c'était 40. 40, ouais, Fait que, 40. fait que longue parenthèse sur ça, mais Ouais. bref, comme tu le dis, ça a été un événement qui est un peu une première chez Netflix, d'arriver avec un gros live comme ça dans le monde du sport. Puis bon, il y a eu des ratés. Hein. Qui n'était pas sans faille, c'est ça que j'allais dire. Là, Les Chaos Monkey de Netflix n'ont pas fait leur travail. Non, non, mais non. Tu connais le concept du Chaos Monkey chez Netflix? J'ai ri en ne sachant pas de quoi tu parlais. Alors, Ah, vas-y. d'accord. Dans le fond, il y a une équipe dédiée chez Netflix, une équipe de dev, dont le rôle, c'est littéralement de débrancher des fils pour voir comment. Oui, OK, je sais c'est quoi. Oui, OK, vas-y, Exact. continue, vas-y, continue. Ouais, Donc, non, de littéralement essayer de créer du chaos dans le développement puis dans la façon dont les plateformes opèrent chez Netflix ouais, pour essayer de trouver des solutions si jamais la situation se présentait. ouais. Donc, c'est super intéressant comme principe de dire, ben, on va déjà intégrer des éléments perturbateurs à même le développement de notre outil pour être vraiment le plus robuste possible. J'écoute dire risk by design. Oui, Donc, exactement, exact. on inclut du risque dans le design initial de la solution. Là. Donc, là, je trouve ça vraiment cool. Mais bref, je pense que Netflix avait évidemment connu quelques petits enjeux de probablement de capacité de streaming de tout ça. Fait qu'on a eu des petits moments d'attente, des difficultés de qualité de streaming et tout ça. Et on comprend là, avec la quantité de gens qui se sont retrouvés devant l'écran à vouloir écouter ça, là, que c'est une belle première expérimentation pour eux. Puis je pense que clairement, ça laisse présager qu'ils ont un agenda là, par rapport à. Ouais, c'est un premier orteil dans l'eau à aussi grand déploiement que ça. Tu as raison de dire, d'après moi, ils ont un roadmap, là, c'est le premier d'une série, là, tu sais. Totalement, totalement. Ouais. Puis comme tu le dis, ben, si on ramène ça au monde de la télé au sens plus large, Ouais. même un peu avant cet événement-là, moi, ce qui avait un peu retenu mon attention, c'est chez Prime, qui est détenu par Amazon. Il y a eu une annonce comme quoi maintenant, il y a certains matchs de hockey qui allaient être diffusés dans le fond des genres de Prime Night Hockey. Donc, c'était intéressant parce que je me suis dit, oh, OK, attends une minute. On avait déjà vu Prime commencer à aller chercher, je crois que c'était des matchs de la MLS. Puis si tu vois qu'il commence même, il offrait déjà aussi des matchs de football américain, de la NFL. Et tu fais comme, ben, Amazon, ils ont les moyens. Puis là, ben, ils sont en train tranquillement de rentrer dans les contrats de diffusion sportif. Ouais. Donc là, on se dit, oh, attention. Excuse-moi, la MLS, ça me revient, c'est Apple, ça, par contre. OK. Mais bref, Prime commence à aller gratter comme un joueur qui peut se permettre d'acheter des contrats de diffusion télévisuelle sportif. Là, oh, OK. Là, la game est en train de changer. Il n'y avait pas même aussi Netflix qui avait acheté les droits pour de la Formule 1? Il y en a un qui a acheté des droits pour de la Formule 1, me semble aussi. Là, fait que c'est possible. Le pattern commence à avoir sa place. Là. Parce qu'on s'entend que c'est pas mal tout ce qui reste au monde des câbleaux traditionnels. Comme pogne pour faire en sorte que les gens continuent d'aller prendre des abonnements de base.
Je veux dire, moi, la seule et unique raison pour laquelle j'ai encore un abonnement ici, c'est parce que je voulais RDS, TVA et compagnie, TVA Sport, pour pouvoir écouter du sport. Et là, ce que tu es en train de me dire, c'est que j'en ai plus vraiment besoin parce que quelque part, si je veux le faire, je peux l'écouter à travers Prime, je peux l'écouter peut-être à travers Netflix, whatever. Ou il existe des plateformes comme DAZN, DAZN, qui est une plateforme sur laquelle tu peux t'abonner et tu as accès à tout ce que tu veux pour la NFL, par exemple. Tu as même les matchs en français. Ça, c'est Pour les legit ou tu payes en Bitcoin en Russie, là? Non, 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 totalement legit. C'est très connu pour les gens qui sont, dans le fond, des gros fans de NFL. Série de Tu sport, ok. as beaucoup de matchs évidemment, de football européen, Ouais. de soccer. Et donc, tu vois là, que tranquillement, pas vite, la mort du câbleau traditionnel, là, elle se rapproche. Je pense que, puis même d'un point de vue générationnel, quand on regarde ça, tu parles aux plus jeunes aujourd'hui, qui deviennent des jeunes adultes, c'est plus une habitude là, d'avoir la télé à la maison, là. Non. Ces jeunes-là, ce qu'ils consomment, c'est des applications comme Netflix, comme Prime, comme Apple Plus. On s'en va complètement ailleurs. Donc, on le sait, là, on le voit venir tranquillement, pas vite, que ces compagnies-là vont se retrouver en difficulté. Puis je pense que les premières qui le sont déjà, c'est les chaînes spécialisées en sport. On le sent, tu sais. Particulièrement nous ici au Québec, là, tu sais, avec RDS et TVA Sport, on voit de l'extérieur que ça semble tenir un fil, tu sais. Mhm. Donc, c'est super intéressant de voir ça, mais on sent que ça s'accélère, là. Tu sais, je regarde, je prends l'exemple chez nous, là, on a switché à Bell dernièrement, puis dans l'offre, ils nous donnaient Crave. Mhm. On a Crave. Crave, on réalise rapidement que c'est pas nécessairement juste. En fait, Crave, c'est pas juste du québécois, c'est un conglomérat Ouais. de différentes chaînes, mostly HBO. américaines, exact. J'écoute des gros shows qui sortent tu sais, j'écoute Dune présentement, qui est un show qui sort live à tous les dimanches chez HBO. Donc là, Crave vient, qui était une espèce, puis là, Crave qui est disponible chez certains câbleaux distributeurs est une offre qui agglomère des postes ici et là pour en faire un offre. Tu sais. C'est dû à la pièce, oui, mais de morceaux qui viennent ensemble, ça vient dans ce bundle-là. Eux autres se sont dit, mais HBO, mais Max, des Holiday Collection, je ne sais pas trop, je pense pas que c'est un poste, c'est plus une collection de trucs d'eux autres. Stars, Kids, bon. Mais, tu sais, au Et tu as final, le moi, même principe chez Prime là, qui est en train de se développer, là. c'est ça, c'est ça. Mais pour le consommateur, là, je regarde ça, puis je me dis, bon, il y a des avantages. L'avantage principal, ça, je pense qu'ils l'ont compris depuis longtemps, c'est à la demande, au besoin. Quand est-ce que, tu sais, wherever, où c'est que je le veux, quand est-ce que je le veux. Wherever I want, whenever I want. Qui est un concept qui ne mourra pas jamais dans ma tête à moi. Là. On vous le reprédit ici, mais je veux dire, c'est au même titre que le podcast que vous écoutez présentement. La beauté de la chose, c'est que vous pouvez l'écouter maintenant ou en 2032, parce qu'on sera encore en ligne en 2032. Ben, c'est ça. C'est quand tu vas vouloir le faire. Fait que ça ne changera pas. Mais ça fait un landscape d'offres tellement diffus, puis qui va partout, que puis là, on dirait, je build up mon argumentaire. En même temps, c'est sûr que dans le temps, quand tu revenais à tu sais, quand on était TQ, là, années 90, là, tu avais un forfait de télé, là, ça venait de même. Puis il y avait pas, tu te cassais pas tant le basic, là. Tu sais, oui, ça venait avec un downside de ne pas décider quand est-ce que tu vas l'écouter parce que, assure-toi d'être là le samedi soir ou Watatata, ça joue juste à 4h30 quand tu reviens de l'école, that's it, that's all, tu sais. C'est le downside, mais il y a une offre qui est là, packagée, puis ça ne devient pas un clusterfuck de dire je m'abonne à quoi. Les factures qui sont toutes diverses, là, parce que là, je te garantis, je ne sais pas toi de ton côté, plusieurs familles dans mon entourage. Disney+, Prime qui est là parce que j'ai déjà Prime Amazon, fait que ça vient avec le poste. Fait que là, je l'ai mis sur mon app qui est là. Il y a le Crave sur le site, il y a le Netflix qui est là. C'est comme de la qualité diffuse, là, tu sais, parce que là, tu vas aller chercher tes petites bits and pieces ici et là. Je ne sais pas où on s'en va avec ça. C'est compliqué comme landscape, je trouve. Ouais, puis tu sais, je pense que
si on regarde l'évolution un peu de tout ça, comme tu le dis, tu sais, on a vécu la période où les câbleaux étaient là, ça venait avec une bunch de postes pour un montant qui était mensuel. Puis tu sais, le défi, comme tu le dis, c'était d'être disponible au moment où tu voulais écouter quelque chose, ce qui a amené l'enregistreur. L'enregistreur, ensuite, ben, a fait en sorte qu'on a compris que les gens aimaient écouter ça comme quand ils en ont envie. Ce qui a amené, à travers la révolution de l'Internet haute vitesse et tout ça, le streaming, des plateformes comme Netflix, Prime, Crave, etc. Et si tu regardes dans le futur, ben, qu'est-ce qui challenge Netflix et le problème que tu évoques? Long silence. Vas-y. La Pandora Box. Tu connais la Parle-moi. Pandora Box? Ça, c'est encore une autre boîte que tu achètes en Russie avec des bitcoins, là, cette affaire-là? Là? Oui, ben on va presque, presque, mais c'est un phénomène qui est très courant. Puis, tu sais, même au Québec, il me semble, j'ai vu passer ça dans les médias il n'y a pas si longtemps, qu'il y avait eu des arrestations là, de gens qui étaient des revendeurs de ce principe-là. Espèce de TV Box, là, Android. C'est un TV Box, exactement, qui fonctionne avec des services. Dans le fond, écoute, ça te donne accès littéralement à peu près toutes les postes possibles et inimaginables et toutes les plateformes possibles et imaginables. Autant tu as Netflix que tu as Crave, que tu as Prime, tout est là. L'affaire la plus illégale au monde. C'est ultra illégal, mais Ouais. est-ce que ça démontre quelque part, c'est ça. Les gens rendus là, ils reviennent à dire, ben moi, je suis prêt à payer un montant annuel pour avoir tout. Abordable. Oui. C'est sûr que là, si en ce moment, tu reproduis ce concept-là de ta Pandora Box, Android Box, whatever, cette espèce de petite boîte-là un peu légale, tu reproduis ça de façon légale, watch out le portefeuille, mon chum, là, ça va te coûter une saloperie de cash, là, ça va te coûter du cash pas mal. Là, tu vas avoir plusieurs bills très élevés, là, il y a un in-between. Mais il y a peut-être différents concepts qui peuvent émerger de tout ça. Tu sais, je te donne un exemple que tu peux en revenir, tu crois ça avec les systèmes qu'on a connus jadis sur nos mobiles, que tu as du temps d'écoute. Tu sais. Puis à partir du moment où tu as passé à travers ton temps d'écoute, ben, tu as peut-être de la maudite pub. Tu sais. Puis on le voit déjà parce que il y a même des services comme Netflix, comme Prime, que si tu peux prendre des abonnements de base avec publicité qui vont te coûter moins cher. Mais si tu ne veux pas de pub, ben, paye pas, ça va te coûter plus cher, etc. Donc, est-ce que tantôt, on va se retrouver encore une fois avec un principe où un service à la Napster de la consommation télé tout est là. Va venir dire, ben, regarde, nous, l'accès à ça est rendu complètement ouvert. Si on pense même à Spotify, c'est ça, là, ça a challengé complètement l'industrie de la musique, en bien ou en mal, peu importe ce que vous en pensez, mais ça reste que ça a changé cette industrie-là. Mais je pense que le monde télévisuel, à mon sens, est possiblement sujet à ça. Puis là, on s'abonne aussi pour des plateformes, mais qu'est-ce qui dit que tantôt, on ne s'abonnera pas pour des contenus? Moi, ce que j'aime actuellement, j'écoute Dune Prophecy sur Crave. C'est bon. Ben, pourquoi est-ce que tu ne me vends pas Dune Prophecy? De la même façon que tu peux me vendre un film que je vais louer, puis que je vais payer pour ce que je consomme. Donc, à la pièce. Absolument. Pourquoi pas? À quelque part, je me dis. Fait il y a ça aussi dans le modèle que je me dis qui est peut-être super intéressant, que tantôt, ben, tu t'assois devant la télé, tu as ton budget, tu as peut-être des choses de base que tu consommes qui sont comprises, mais que tu as des produits que c'est comme, OK, ben, ça te coûte moins cher, tu as de la pub, etc. Mais quand tu veux écouter Dune Prophecy puis pas avoir de pub, ben, tu payes ton 2,99 puis tu écoutes ton épisode. Sans être à l'intérieur d'un Crave, sans être à l'intérieur d'un conglomérat de choses, c'est comme tu as accès à tout, mais tu as un frais pour tout un peu sans. J'aime l'aspect tu as accès à tout. Là. Je reviens à ton Android TV Box, ton Pandora que tu me parles. C'est que tu as accès à tout. Fait que tu es rendu là, quand tu as besoin, tu y vas. Maintenant, il y a moyen de rendre ça légal, cette histoire-là, potentiellement. Et sûr que là, il faudrait à la limite, éventuellement, inviter quelqu'un du domaine pour voir un peu sa perspective.
Parce que tu mets la hache dans des décennies de modèles d'affaires, des décennies de modèles producteurs, Ouais. distributeurs, toute cette gamique-là, gamique n'étant pas le bon terme, mais toute cette méthode d'opérer-là Mais qui est là depuis des décennies, tu sais. on est-tu d'accord, toi puis moi, que quand on regarde ça, le modèle télévisuel de production est très apparenté au modèle de production musicale. Mhm. Oui, Je veux oui, dire, oui. c'est relativement similaire. Donc, Fait que- Spotify ayant donné accès à tout, il y aurait moyen de d'arriver au même résultat dans une industrie qui était relativement similaire dans ses patterns, dans ses méthodes de faire, tu sais. Puis là, j'entends les gens dire, ouais, mais non, ça se peut pas, il y a des droits, il y a des artistes, ça coûte cher faire des productions, blablabla, et tout ça. Ben, regardez, tournez-vous un peu vers l'avenir, là. Regardez qu'est-ce qui se passe au niveau de l'AI en ce moment. La facilité qu'on a de commencer à littéralement produire des vidéos, d'être capable de prompter ça, de dire, hey, peux-tu me faire une scène avec tel décor, etc., etc. On s'enligne vers un autre univers potentiel. On pourrait penser que de faire une production, de faire un film, euh, ça va être beaucoup plus simple, là. En fait, là, vous commencez à nous connaître, mais pas on pourrait penser, ça va devenir beaucoup plus simple. Puis la prolifération du contenu de qualité qui va être difficilement discernable entre l'humain qui le fait et l'AI qui le fait, on se rapproche de ça là, à vitesse grand V, là. Donc, écoute, moi, si j'étais dans cette industrie-là, chose certaine, c'est que je me questionnerais sérieusement. Tu sais, autant que les gens qui sont dans le domaine de la musique doivent le faire. Et ils l'ont déjà fait parce qu'ils ont vécu une première grande secousse avec Spotify. Ouais, Ben, il y en a un autre qui s'en vient, là. ouais, ouais. Et je parlais d'ailleurs hier de Fugato. Je fais juste une petite parenthèse. Vous irez voir ça. C'est du côté de NVIDIA. Fugato, qui est un Generative AI pour les gens qui veulent faire de la création musicale. Donc, Fugato, c'est l'idée de faire des prompts pour demander de créer des éléments audio. Tu peux dire, ben, crée-moi une chanson, pas une chanson, mais crée-moi un beat, crée-moi un son, mets-moi une voix, rends la voix happy, rends la voix plus sérieuse, capable de. Peux-tu m'extraire la voix de cet extrait-là, de retravailler ça à côté? Donc, ça devient un genre d'outil d'assistant à la création 100% fait électroniquement. Et c'est bluffant, c'est impressionnant ce que ça donne comme résultat déjà. Puis on sait que dans 5 mois ou 6 mois, peut-être même moins, on va regarder ça, puis on ne sentira même plus le petit côté qu'on peut détecter encore des fois, là, qu'il y a des petits glitches qu'on fait comme, hein, OK, là, c'est pas encore parfait. Le Ben, sixième doigt sur la main là, qu'on voit c'est en ce ça, moment, bientôt, il n'y en aura plus, là. exact. Fait que bref, il y a ça à l'horizon. Fait que, ça fait partie de la réflexion qu'il faut que les gens qui sont dans l'univers télévisuel commencent à réfléchir. Mhm. Ouais, C'est quand même fou, là. c'est fou, c'est fou. Mm. OK, good. Puis tu sais, un terme plus geek un peu, là, mais qu'on entendait, ce qu'on entend depuis quelques années, c'est le concept de cord cutter aussi, là. Je le ramène aussi, cette espèce de concept-là qui gravite autour de tout ce qu'on vient de jaser par rapport à la mort des câbleaux distributeurs. Il y a de plus en plus de gens qui décident donc de ne plus aller avec les câbles distributeurs. Puis juste, Ouais. quand on dit cord cutter, c'est très imagé, puis c'est très ça. C'est simplement de couper le cordon ombilical de chez Bell ou de chez Vidéotron, puis on va s'arranger par nous-mêmes pour nos besoins. Ce qui est là. Puis on parlait tantôt au début des générations actuelles plus jeunes qui, tu sais, je vais extrapoler, là, mais un jeune adulte qui s'en va en appartement, est-ce que le câble rentre pour la télé? Je serais curieux de voir les stats. Je m'attends à ce que ça soit très faible, là. On a plus besoin d'Internet, on va se gérer, puis on va avoir des forfaits Netflix ici et là qu'on va partager avec la famille. On va avoir Prime, puis on va aller chercher un Prime, puis ça devient comme ça. Maintenant, on en a parlé en long et en large. Qu'est-ce que ce sera dans les prochaines années? La venue de tout ce qui est live en même temps, donc les diffusions live qu'on a avec ça. Le portrait télévisuel est en pleine mouvance, là. Si tu le dis, justement, parmi les cord cutters, les gens qui cherchent à retrouver le volet divertissement, ils y ont accès. Si je veux dire, que ce soit YouTube, que ce soit les stories,
sur TikTok. Donc, ils ont accès à du contenu divertissant aussi sur ces plateformes-là maintenant. Donc, on n'est plus dans le même spectre, on n'est plus dans le même concept de ce que nous, on a vécu comme façon d'utiliser la télé pour se divertir. Donc, assurément, c'est une industrie qui va vivre des profonds changements. Absolument, absolument. Voilà, ça ressemble à ça, Joe. Yes. Fait un bon tour de roue sur ces deux sujets-là, qui sont un peu un petit tech review des choses. Tech review, mais du moins notre opinion par rapport à deux concepts qui se trament en ce moment avec des actualités du moment. Oui, très présent dans le radar. Là. Tu sais, on voit ces choses-là, puis on sent que ça bouge actuellement. Donc, clairement, Blue Sky, c'était une évidence. Parce que, bon, si vous en aviez pas encore entendu parler, clairement, vous étiez sûrement un petit peu en dehors des réseaux ces temps-ci. Ouais. Mais sinon, évidemment, après ça, de voir là, qu'il y a un mouvement lent, tranquillement, qu'on voit se profiler à travers les grands joueurs, dans le fond, du streaming. Ben, ça, c'est quelque chose que, disons, moi, j'ai pu observer, qu'on a pu observer justement tranquillement se profiler. Là. Donc, on trouvait ça intéressant d'amener un peu cette nuance-là puis d'en discuter aujourd'hui. Là. Exact. Merci d'avoir été là, tout le monde. Merci toujours d'avoir été là. Fidèle à nos habitudes, n'hésitez pas à nous commenter ça, ces vidéos-là. On va sortir ça sur tous les réseaux possibles ou presque. Si vous avez des idées de sujets, n'hésitez pas à nous en faire part. Puis voilà. Bonne semaine à vous autres. Puis on se rejoint bientôt. À bientôt. Ça marche, salut.